Michelin, motion for life. Bonsoir, bienvenue sur Racing Stream, j'espère que vous allez bien. Toute l'actualité décryptée avec les meilleurs, en tout cas bon, on essaye. En tout cas, du côté droite, je fais toujours les mêmes vannes, mais c'est pas grave, j'adore ça. C'est toujours beaucoup plus sérieux. Chaque semaine, on est incorrigible. C'est ça, ouais. Bon, en attendant, ça va bien Anthony? Ça va bien Donald, merci. Ça va bien mon petit Rémi? Impeccable, j'ai fait du scooter électrique. Ah ouais, mais petit teasing, on a fait du scooter électrique, du Neos qu'on a teasé la semaine dernière. On a testé le booster, qui a même nom que le scooter qu'on a tous eu dans les années 90. Oui, c'est vrai. Mi-vélo, mi-scooter électrique, on a bien rigolé. J'ai fait l'inter dans le rond-point à... Tu nous as grillé. Rémi. Ah ouais, Juste devant la police. J'ai sorti le genou comme as. Voilà. Ah, c'est là qu'on voit mes talents de pilote quand même. C'est le moment. Ah. Jean-Louis, comment ça c'est le moment quoi? Bon, non, de rien, c'était une private joke avec notre invité. Ah bon, eh ben ça tombe bien, le présenter. Tristan Gomandi, directeur commercial chez Art GP et aussi pilote. T'as tout piloté. Je suis très jaloux sur les participations au Mans. On va pas pouvoir se parler parce que comme c'est le but de ma vie de faire ça. Les podiums, tout ça, ça m'énerve. En tout cas, bravo. Non, sans déconner, bravo. Je suis fort dans les ronds-points aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Alors, on va pouvoir faire une compétition en 106 ski d'un de ces quatre là. Parking Pas sûr que ça se finisse bien, mais... Ah ouais, bon, on va se faire ça. En tout cas, on va parler de la carrière, de ce qui se passe actuellement chez Art. Et évidemment, à côté, la légende de la monoplace. Il a tout commenté. N'exagérons pas, je l'ai déjà dit. C'est vrai? Il y a plein de choses à raconter. Notre invité, nous sommes allés au Mans Classique tous les deux. Ah c'est vrai? Lui était à Spa, Rémi était sur une course. Voilà, donc on a des choses à raconter. Voilà, on a des choses à dire. Tout à fait. Et en tout cas, Jean-Louis Moncet. Mesdames et messieurs, on va démarrer le programme avec le sommaire. On va parler évidemment des 24 heures de Spa, du SRO. On reviendra sur la tragédie, bien évidemment, qui s'est passée sur le circuit. Rémi nous parlera du Superbike. C'est Donington, c'est ça? C'est cela, oui. C'est cela, oui, très bien. On va revenir longuement sur le parcours de Tristan. Et Anthony va nous faire un petit... alors, il y a de tout. Il y a de la Formule 2, de l'Indy, de la NASCAR. Un melting pot. C'est ça? Et après, on va parler de pénalité avec Jean-Louis Moncet. Non, de Formule 1, simplement. Mais ce qui est bien, c'est que moi, quand je roulais sur Gran Turismo, j'avais que des pénalités sur Spielberg. Ah oui, j'ai ça Au aussi. moins, On a les limites, on est dans les limites. On sait pas trop lesquelles, mais... Et la réalité qui est toujours plus proche du virtuel ou le contraire, en tout cas. Voici le programme de Racing Stream. On en a pour 1 heure tous ensemble. C'est parti, on démarre tout de suite avec l'endurance. L'endurance, on va parler évidemment de cette tragédie, toujours le même virage, toujours le même circuit, c'est un peu difficile. C'était Dilano Vanthof, on l'a tous vu passer. Alors, vas-y, écoute, Anthony. Effectivement, la tragédie s'est passée en fait en monoplace dans le cadre de ce week-end des 24 heures de Spa, mais c'était en FRECA, en formule régionale by Alpine, et ce n'était pas en endurance dans le cadre de l'épreuve SRO. Donc après, on dit effectivement que c'est le même virage. Oui, ça se passe après le raidillon de l'eau rouge. Maintenant, les conditions climatiques étaient très différentes. Ça aurait pu se passer sur n'importe quel circuit. On avait un rideau d'eau. La direction de course a relancé la course avec ces jeunes pilotes d'entre 16 et 19 ans, on va dire. Il restait un tour, ça servait à rien de relancer la course. Le deuxième se sort de la piste. Dilano était plutôt aux alentours de la 12-13e place. Il sort. Il reste encore des voitures. Sa monoplace se retrouve au milieu de la piste, malheureusement, et le pauvre Irlandais juste derrière qui vient le percuter, qui est jeune en plus et qui n'a rien pu faire pour éviter donc Dilano, le tape vraiment exactement au mauvais endroit, c'est-à-dire que c'est aux côtés de la monoplace, exactement comme pour Antoine, comme pour Alex Zanardi qui a perdu malheureusement ses jambes il y a des années de cela. Je veux dire, c'est le moment qu'il ne faut pas avoir, c'est l'endroit où il ne faut pas être. C'était dans la ligne droite du Kemmel, donc c'est même pas au même endroit que le pauvre Anthony Hubert. C'est après. La voiture était au milieu de la piste. On a failli avoir un drame comme ça il y a des années avec l'angle, c'est passé. Bon, voilà, là le pauvre Dilano, malheureusement, n'a pas pu résister. Est-ce qu'il y a vas-y Jean-Louis, Non, j'ai une remarque. Je vais ajouter une remarque de Max Verstappen, qui disait que le restart était inutile à ce moment de la course, avec trop d'eau, et que quand il y a énormément d'eau, c'est difficile. Et Tristan, notre invité, Tristan Gomandi, m'a justement rappelé qu'effectivement,
Comme tu l'as dit, c'était le même drame que pour Antoine Hubert, notre ami, Bien sûr. qui a été coupé en deux par Correa. Voilà. Après, nous, on a commenté il y a 3 semaines les 24 heures de Spa Moto. On s'est régalé, c'est sensationnel. C'est un des seuls endroits où des grands pilotes comme Hervé Moineau, 4 fois champion du monde d'endurance, s'est fait peur. C'est sensationnel. On en a été privé pendant des années. Pour des raisons de sécurité, on n'y allait plus, nous, en moto. En Grand Prix, je pense qu'il n'y retournera pas. Il y aura seulement l'endurance. Ça fait partie, je sais pas, en Formule 1... Ceux qui n'aiment que la moto, quand il y a 2 grands prix à regarder, c'était Spa et Monaco, pour ceux qui ne sont pas des puristes. Mais après, encore une fois, je le rappelle, parce que c'est difficile de taper sur un circuit. Ça tombe malheureusement. Ça tombe malheureusement sur Spa, mais encore une fois, c'était dans la ligne droite du Kemmel, ça pouvait se passer n'importe où. C'était vraiment le problème de la météo et de relancer pour un seul tour sur des voitures qui sont peut-être pas adaptées, des pilotes aussi qui ont peu d'expérience. Et le pauvre Adam Fitzgerald, là, qui vient percuter Dylan Ovantov, lui aussi, il a essayé de lui porter secours. Il va être traumatisé comme Correa. C'est horrible. Tristan, il y a eu beaucoup d'avancées. Le halo, il s'est passé beaucoup de choses. Les crash kits, elles ont beaucoup évolué. Est-ce qu'il y a encore des avancées techniques à faire pour que ça puisse, les accidents latéraux comme ça puissent être moins dramatiques à l'avenir ou pas? Ce qu'il y a, c'est que il y a un moment donné, le choc, il y a des limites humaines. C'est-à-dire que au-delà d'un certain nombre de jets, il y a les déplacements d'organes, il y a toute la problématique inhérente à l'homme. Et on peut mettre autant de sécurité qu'on veut. Il y a un moment donné, lorsqu'il y a une voiture qui vient vous percuter quasiment aux hanches et que la voiture elle est à 200 et que vous êtes à l'arrêt, à un moment donné, je ne suis même pas sûr d'ailleurs que sa coque soit cassée. Peut-être que la sécurité, la coque, elle a fait son rôle, elle a fonctionné. Mais sauf que j'ose même pas imaginer, et je pense que c'est même inimaginable, le choc, la puissance du choc. Donc, le cerveau, les organes, vous imaginez à l'intérieur du corps ce qui a dû se passer, quoi. D'ailleurs, je rebondis, c'est arrivé pour Billy Monger, qui a été lui aussi amputé des jambes. C'était à Donington. Je veux dire, à un moment, voilà, il pleuvait. Tous les circuits sont dangereux, en fait. Enfin, le sport automobile, Tristan, est dangereux, on le sait. C'est marqué sur chaque badge. Oui, alors après, je comprends le débat avec Spa. C'est-à-dire que la typologie du raidillon fait qu'il n'y a rien de droit. Non. Donc en fait, là où c'est difficile de réagir, et c'est ce qui s'était passé un peu pour Antoine Hubert, mais c'est que quand on arrive en haut du raidillon, on est en appui soit à gauche, soit à droite, et on peut pas réagir. On peut pas se permettre. La voiture est en appui. Oui. Si on est en ligne droite, on voit au dernier moment, on peut à la limite se décaler extrêmement rapidement, mais là, non seulement effectivement la visibilité était quasiment nulle, parce que la quantité d'eau était importante, mais en plus, avec la vitesse, forcément, ça lève la flotte et on ne voit rien. Mais au-delà de tout ça, c'est que ce n'est pas droit. C'est-à-dire que quand on sort, on a le raidillon. Quand on sort du raidillon, on est en appui à droite. Et ça fait un léger droit pour attaquer la ligne droite. Donc là encore, on ne peut pas... Oui. Le pilote, instinctivement, on ne va pas mettre un énorme coup de volant là, parce qu'on sait que c'est nous qui allons tout de suite dans un mur. Donc c'est très difficile de réagir... comme on le ferait dans un circuit normal. Donc cette typologie, forcément, amène... Et puis on le sait tous. Et d'un autre côté, c'est l'adrénaline. Si on aime Spa, si on aime le raidillon, pourquoi? C'est parce que ça crée cette adrénaline. Oui. Ah oui, c'est exactement, j'allais dire. Nous, en moto, on vient d'enchaîner Spa, Donington Park, et là, on va à Imola. C'est l'histoire de notre sport. Ça nous fait plus vibrer que les tout nouveaux circuits qui ont été faits là, dans des pays incroyables. Je suis désolé. Moi, je préfère Spa, Imola et Donington. Oui, c'est vrai. C'était un circuit d'essai, d'ailleurs, après. Ça a été transformé. Ça a bougé, Après, ce qui est sûr, c'est que ce qui est vrai, c'est de faire un restart. Ça, quand tu as le déluge de flotte, déjà, les mecs voient rien. Et que tu es avec des jeunes. Et que tu as un restart dans le bas du raidillon. Qu'est-ce que tu veux espérer? C'est le pourcentage, la probabilité d'avoir un accident est énorme. Mais énorme. Je pense qu'on est à 70 ou 80% de chance d'avoir une caisse qui va s'étaler dans le du raidillon. Et c'est certain. Jean-Louis, c'est un petit peu comme en 98 en Formule 1, avec le gros carton avec 13 voitures. Ça s'est passé un petit peu plus loin sur le circuit, mais c'est exactement la même chose. Oui, c'est passé comme ça. Mais justement, est-ce que c'est... Je voulais t'interroger là-dessus. Il y a une mode en ce moment... dans le sport automobile, qui est le restart. Alors, elle vient des États-Unis, on a parlé du NASCAR, mais le restart, finalement, ça a un prix. Et donc, je pense que de temps en temps, il faudrait qu'on revienne à des choses plus concrètes, plus sûres.
Ce qu'il y a, c'est que le restart, c'est passionnant pour les spectateurs, hein, ça c'est sûr. Hein, ça remet tout en question dans l'espace d'un tour, sauf que dans des conditions climatiques un peu extrêmes comme celle-là, on ne peut rien espérer d'autre qu'un autre crash. Et je l'ai vu en direct. Quand j'y croyais pas. Quand il a relancé pour un tour avec 30 gamins sur la piste, j'ai dit, oh, bah là, ça va être une boucherie. Ma femme était à côté. J'ai dit, là, ça va être une boucherie. J'étais sur mon téléphone. Non. J'ai dit, là, c'est sûr. Là, je ne voyais pas autrement que de toute façon un autre crash. Donc, ça allait se terminer en full course yellow ou je ne sais pas quoi, mais ça ne peut pas être autrement. Donc là, c'est vrai que bon, ça se termine d'une manière dramatique. Ça ne peut pas faire pire. Et j'avoue que là, le restart, je suis assez d'accord avec Verstappen, c'est quand même assez... dans ces conditions-là, faire un restart avec 30 gamins, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est très limite. Après, on aurait aimé pouvoir refaire avec. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est triste. Le fait, ce qui est triste, c'est que ce soit toujours Spa, toujours ce virage. Oui, ça ramène toujours à c'est un truc de fou. Complètement. 18 ans, il avait réussi à avoir un titre en Formule 4. Il a bien roulé en karting aussi avec Isaac Hadjar notamment. Enfin, voilà, c'était pas un inconnu et c'était pas un mec de fin de peloton, quoi. C'est ce que je veux dire. En tout cas, pensez à la famille, bien évidemment. Anthony, tu vas quand même nous parler de ce qui s'est passé pour le reste, pour ces 24 heures. Toujours une grosse notoriété pour ces 24 heures de Spa. C'est quoi qui explique cet attrait? C'est le circuit, c'est toute cette horreur dont on parlait justement? Oui, c'était la 75e édition cette année de l'épreuve. On a aussi des GT3 qui sont un petit peu partout sur le globe, dans toutes les courses. Donc ça explique aussi effectivement qu'on ait un attrait. On a les meilleurs pilotes de GT qui sont justement sur cette piste de Spa, c'est attrayant. Et puis on a des constructeurs qui sont là. Donc quand il y a des constructeurs, il y a des pilotes professionnels et on a envie d'y aller, accompagné aussi parfois des pilotes gentlemen amateurs qui veulent rouler sur cette piste. Et puis, c'était un spectacle hors du commun, comme d'habitude. C'est ça, du coup, victoire BMW? Oui, 25e victoire. Alors, c'est pas 25 victoires avec des GT. Il y a eu, dans l'histoire des 24 heures de Spa, les tourismes qui roulaient à l'époque. Les groupes 2, tu dois préciser. Oui, exactement. Les Même 2. Peugeot a gagné aux 24 heures de Spa avec des voitures de tourisme. Donc, c'était intéressant. Et donc, 25e victoire BMW. Et c'est vrai en plus, le nombre de voitures dans le même tour. Attends, mais c'est dingue. 15 secondes, Rémi, t'as raison de me le dire. 15 secondes entre le premier et le quatrième. Sans déconner. Après 24 heures. Donc, on a déjà eu ça au Mans. On a eu ça, mais entre les deux premiers, on a eu ça. Vache. Là, on a ça en LMP2, cela dit Tristan. Toi qui as bien connu le Mans en LMP2. Regardez les souvenirs qui défilent dans les yeux là. Le petit stress d'arriver de la course, de dire là, s'il y a la moindre erreur, c'est tout de suite problématique. Mais à tel point d'ailleurs que Jules Gounon, qui termine deuxième avec la Mercedes, a tout fait avec l'équipe ASP de Jérôme Polican pour s'imposer. Ils n'ont rien pu faire face à la BMW du Rover Racing. Il termine à 11 secondes, il était dévasté, quoi, parce qu'il a tout donné. Kevin Estre, le dernier relais, il reprend 25 secondes en, je crois, 25 minutes, quoi. Il était avionique, mais il termine 4. Juste derrière Niki Team, dans une équipe qui était appelée de dernière minute et qui termine sur le podium. C'est beau. Avant de parler de Valentino Rossi, parce qu'évidemment on va en parler, tu as les résultats les podiums oui, tout à fait. Catégorie. Donc on a BMW qui s'impose avec Rover, on a deuxième place pour la Mercedes de chez ASP, la troisième position, elle est pour la voiture Audi numéro 17 de chez Scherer PHX, donc Phoenix Racing, et puis il y avait plusieurs catégories, et ça a été très disputé aussi, en Gold Cup, victoire pour McLaren. Et oui, McLaren qui gagne, ça arrive. Pas en Formule 1 pour l'instant. Team WRT avec BMW s'impose. Les mêmes qui faisaient du bruit en Fun Cup. Non, oui, j'arrête cette vanne. Non, deuxième place, pardon, en Gold Cup. Victoire en catégorie bronze pour les pilotes qui sont généralement classés gentleman, même si là, on a un peu ouvert la catégorie avec des pilotes pro. Porsche qui s'impose en catégorie bronze. On a victoire Lamborghini en Silver Cup. Et on a en Pro-Am la victoire Mercedes. En gros, quasiment tous les constructeurs ont gagné, sauf Ferrari. Il faut arrêter. On va parler de Ferrari. Je les ai pas tous vus, les Grands Prix, mais là, la stratégie. Bon, bref, c'est pour tout à l'heure, Jean-Louis. Ça, c'est pour tout à l'heure. C'est ça. Valentino Rossi, qu'est-ce qu'il a fait alors? Dis-moi tout. Eh ben, pas si mal, mais... Sixième, avec l'équipe WRT que tu connais bien. Pas de quoi tu parles. Donc, pas mal. Maintenant, j'allais dire des petites erreurs de jeunesse. C'est normal. En même temps, c'était la première course de 24 heures de Spa qu'il faisait. C'était son coéquipier. Non. Non, il est allé faire un petit freinage raté en tapant sur son équipier.
qui a eu une crevaison. Donc déjà, c'était la première galère. Et puis dans la nuit, il a tenu à rouler la nuit. Ça, quand on parle des pilotes gentlemen... Parce qu'il veut faire les 24 heures du Mans. Exactement. Et les gentlemen, généralement, disent, bon, attends, on a le pilote pro qui est avec nous, tu vas rouler, Maxime Martin. Auto, hein, je Oui, précise. évidemment. Maxime... Il pourrait être Mazo. Hein, je crois qu'il l'a jamais fait, ouais. Non, il l'a jamais fait, non, mais il a aucun intérêt. C'est les 24 heures du Mans auto qu'il veut faire. Eh oui, en GT3, justement. Avec Maxime Martin et Augusto Farfus, eh ben, il est allé au combat, il est allé au charbon pendant la nuit parce qu'il voulait prendre de l'expérience. Bon, il a fait quelques petites erreurs, ça arrive. Et donc, il termine 6e, mais belle prestation et je crois qu'ils étaient contents chez WRT. Et il a manqué quoi à Porsche alors? Porsche, il a manqué, je ne sais même pas ce qu'il a manqué. Kevin Estre était au sommet de son art comme souvent, mais il est tombé sur Niki Tim, qui est aussi exceptionnel, un pilote vraiment remarquable. Il a tout défendu. Et puis, je dirais un peu de limite de piste, parce que là aussi, on en a parlé à Spa. Ils ont eu une pénalité de 30 secondes pour limite de piste. C'est pas les seuls, mais les 30 secondes, ils terminent à 15. S'ils n'ont pas les limites de piste, ils gagnent, quoi. Ça aide pas. Évidemment, je pense que oui, des courses d'endurance à Spa, t'en as fait? Oui. Toujours l'un des plus beaux circuits du monde. Ah ouais, c'est un magnifique circuit. Hein. Ce qui est challenging quand il pleut souvent là-bas. Il fait toujours très. Il pleut souvent assez fort là-bas quand il se met à pleuvoir. Et puis c'est assez soudain. Non, ouais, bien sûr. Spa, c'est un circuit qui est vraiment fait. D'ailleurs, pour l'endurance, c'est fabuleux. Après, c'est vrai que sous la pluie, il y a quelques passages où la nuit, je pense qu'il était ravi de rouler la nuit pour prendre de l'expérience, parce que c'était sec. Hein. Voilà, on est d'accord. Ouais, parce que la nuit à Spa, quand il flotte... un 3h du mat quand il tombe... Je connais pas beaucoup de pilotes qui demandent à monter dans la voiture. Hein. Non. D'ailleurs, en parlant de BMW et de nuit, il y a eu la direction de course qui a fait une erreur, je pense, sur le full course yellow. Ça a duré 15 secondes. Ah ouais, on lance un full course yellow en pleine ligne droite de Kemmel. Alors, ça tombe mal, mais... Ouais. Donc, un pilote anticipe et ralentit. Le deuxième, blam, il voit pas. Non. Ah si, entre deux BMW, terminé rideau. C'était assez chaud. Ils ont mis 1 heure, je crois, à réparer le rail. Ah ouais, dur. Les pilotes moto m'ont dit, quand on a commenté les 24 heures de Spa il y a 3 semaines, que de nuit, à Spa, en moto... À un moment, le mec m'a dit, je pensais que j'étais tout seul, qu'il m'avait oublié sur la piste. Et tellement on voit rien. Moi, je pensais pas que c'était à ce point-là par rapport au Mans, mais il m'a dit, mais tu peux même pas imaginer en moto. Ah, mais on est dans la forêt, ça c'est le cas de le dire. Exactement. Il faut se méfier parce que quand on voit rien, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est vrai. Et oui, justement. Bon, mais belle course en tout cas. Ouais, vraiment belle course. En tout cas, tu nous as redit ça quand même avec brio. On était dedans, voilà. Maintenant, c'est à ton tour de nous parler de la Superbike, mon cher Rémi. On est parti pour la moto, c'est parti. Tout à fait. Bon, du coup, Superbike, apparemment, il faut dire les choses comme il faut ici. Donington, que s'est-il passé? Est-ce que les week-ends se suivent et se ressemblent en moto de manière globale? Un tout petit peu moins que d'habitude. Donc, vous allez deviner... Yamaha vient réussir quelque chose. Ah oui. Ducati a gagné. Encore. Et ça, c'est quand même une très, très mauvaise nouvelle pour le championnat. En fait, ça fait 16 victoires à 2 maintenant pour Alvaro Bautista. Ah ouais. Les 2 seules victoires, puisqu'il a gagné là quand même Toprak Gazoglu pour Yamaha, enfin, c'est dans des victoires courtes qui ramènent même pas la moitié des points. Et là où c'est une très très mauvaise nouvelle pour lui, pour le championnat, pour tout le monde, pour tous les adversaires de Bautista, c'est que les 2 fois pour l'instant il a gagné la toute petite course au milieu, il les a gagnés sur 2 de ses 3 circuits préférés, c'est-à-dire Mandalika en Indonésie, ensuite ici Donington où les dernières il avait gagné les 3 courses facilement. Et l'année d'avant, il avait gagné 2 sur 3 et c'est Jonathan Ray qui avait gagné. Et surtout, Ducati ne gagnait plus ici. C'était impossible pour Bautista et Ducati de gagner. C'est-à-dire que là, le package, il est tellement fort qu'il gagne même sur les pistes préférées de son principal rival. Le seul endroit qui reste où on espère, c'est Manicourt. Sinon, mais là, c'est pas bon signe parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Domination. Donc on dit Le Glen. Hein. Ah non, pardon, Toprak. Domination que pour lui, à différence de la MotoGP. Parce que j'ai regardé le classement général, c'est catastrophique son coéquipier. Il a 100 points. Les grands patrons de chez Ducati ont dit, parce qu'il y avait tous les vautours qui sont venus, Iannone, Di Gianantonio, qui veulent rouler. Tous ceux de la MotoGP qui veulent prendre sa place l'année prochaine, à Rinaldi, plus ce Boulega qui vient de la 600. Et le patron a dit, normalement, Gilles Daniel a dit, on ne va pas faire de gros changements l'an prochain. Il faudrait vraiment qu'il soit catastrophique. Sauf que là, ce qu'il a fait ce week-end, en plus là, manque de peau, il était impliqué dans un crash avec deux pilotes BMW. On a eu très très peur. Oui. Pour lui, pour Rinaldi d'ailleurs. Oui, et puis pour Tom Sykes. Et en fait, c'est pas lui le plus blessé, c'est Tom Sykes qui, je pense, sera forfait au moins pour Imola.
Et Loris Baz était dans le coup, et lui, par chance, il n'a pas eu grand-chose, mais... 13 fractures Hein aux côtes. Oula. 13. Ah ouais, là, il va ça avoir commence mal. à faire mal. Là. Ah non, mais là, il va souffrir le martyr. Bah, c'est Donington aussi, hein, voilà. Il a fait un high side, mais alors... Ah ouais j'ai pas vu l'image. Monter la moto. Combien de mètres, je sais pas. Il a fait une on l'a- Marquez. Et surtout, elle lui est pas Pire. retombée dessus. Elle lui est pas Ah ouais. retombée dessus. Il est monté très très haut et quand on monte haut, on descend fort. Ah, chaud. Est-ce que quand on est au taquet sur la F2, sur des courses en voiture, on a le temps de regarder la moto ou pas du tout? Ou est-ce que c'est la course et du coup c'est plaisant? Non, je regarde un peu, mais c'est vrai que je n'ai pas cette culture. Souvent, la moto, il y a quand même quelqu'un dans la famille. Enfin, il y a une espèce de culture familiale. Ouais. Et c'est vrai que nous, pas du tout, voire même au contraire, parce que le deux roues chez nous, mes parents, enfin, Trop dangereux. ouais, ça a toujours été. Moi, j'ai toujours été interdit. Et mon père, toute ma vie, m'a dit si je te vois sur une rouge, sur deux rouges, je te crève les rouges. Donc, et encore, j'ai un scooter, j'ai un Piaggio, et je suis obligé de le cacher quand mon père vient, parce que sinon, je crois qu'il va se foutre par terre. Ah mince, on lui Oui, dira pas. mais alors. t'as un 3 roues du coup. C'est ça. Mais... Et pourtant, regardez, il n'y a Là, pas plus d'accidents mortels. Ah non, je dis pas. Très peu de plus qu'en Mais voiture. ce qu'il y a, On c'est que- va quand même à Imola la prochaine fois. Voilà, c'est vrai, Imola, mais en fait, c'est cette déformation de la route. C'est-à-dire que Oui. sur la route, c'est tellement dangereux Ah oui. que c'est quelque chose. Enfin, après, chacun, c'est un peu comme le rallye. C'est souvent une culture, le rallye. Souvent, les parents qui ont inculqué cette passion. Mais tu as raison, dans la moto, encore plus, c'est souvent au début des fils de concessionnaires ou qui ont des magasins. C'est le problème qu'on a pour avoir une grosse base de pilotes, parce que tout le monde a une voiture, mais les parents ne veulent pas que tout le monde ait une moto ou un deux roues. Ouais. Évidemment. Ouais. Et pour revenir à Yamaha et Toprak, du coup, ça fonctionne là? Alors déjà, c'est la première fois qu'il gagne. Ça fait 2 victoires depuis qu'il a dit qu'il s'en allait. Oui, Donc bah oui, Yamaha a c'est soufflé, pour parce ça. que je vous rappelle qu'il va chez BMW. Ah bon? C'est le mec qui découvre. Mais il y a une super nouvelle, c'est que BMW, alors qu'il y en a eu 2 qui ont été shootés dans le départ avec l'accident avec Rinaldi, Scott Renning, la veille, s'est fait tailler. On a pris Christian Bourgeois qui a dit il est fini, etc. Et là, il est quand même fier. Il avait gagné un Grand Prix à 15 ans. Oui. Et là, Oui, sur ça. son circuit, vexé, il s'est dépouillé. Il a terminé 4e, juste mais devant Jonathan Ray, d'ailleurs, qui adore ce circuit. Et il a fait une super prestation qui doit donner le sourire à Toprak Razgatoglu, parce que si avec la BMW, et l'année dernière, d'ailleurs, c'était son premier podium avec BM, il avait fait podium déjà à Donington. Ça veut dire qu'on a déjà une piste où, comme pour Yamaha, Toprak devrait pouvoir performer la saison prochaine. Bah, du coup, la saison elle est très difficile de manière globale pour Jonathan Ray. Là, c'est Là, confirmé. Il avait gagné signe, là. les 6 premières années avec Honda et c'était pas simple. Il réussissait toujours à en gagner au moins une. Là, on est à mi-saison. Il a passé ses 2 circuits préférés, Assen où il gagnait tout le temps, et également cette piste où il gagnait tout le temps, puisque sur les 9 dernières courses, Toprak Razgatoglu pour Yamaha en avait gagné 5 et lui il en avait gagné 4. Ducati 0. Là, d'ailleurs, il a fait vraiment la tête, hein, parce que la course sprint, il a mené. Mais oui, Ils fait l'ont deux laissé podiums. mener et en fait, il fait 3e à la fin. Ils l'ont passé tous les deux comme ils voulaient. hein. Mais comment t'expliques ça? Attends, c'est dingue, il dominait tout. Et d'un coup. La moto est vieillissante, D'accord. l'âge aussi. Ouais. Et puis, il a gagné pendant 6 ans, il était intouchable. Voilà, Ah ouais, maintenant, mais ça comme fait 3 comme ans. Hamilton, il gagnait, d'un C'est vrai, seul coup c'est terminé. Et puis Il y a là, un moment, Non, mais il n'y a pas eu de Verstappen, on verra changement de comment il règlement. tiendra. En Formule 1, il y a eu un changement Oui. de règlement. Là, il n'y a pas eu. Mais il y a souvent un mec Toprak qui tient déjà, comme ça Toprak est longtemps. plus fort. Et là, le package Bautista avec la Ducati, c'est intouchable, c'est imbattable. Et Honda, justement, on parlait Alors là, les oula, parallèles MotoGP, Superbike, là, ils ont les T'es mains sûr qu'on galères, en parle? Alors, Honda, premier constructeur mondial, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est par rapport à Yamaha ou même à Ducati, c'est là Honda pour se rendre compte en moto. hein. Ah ouais? Là, vous voyez bien, tous les pilotes sont blessés. Rins, Mir, Marquez, chaque fois qu'il monte sur la moto, il se blesse parce qu'il est inconduisible en MotoGP. Là, j'ai regardé. Donc, il y avait 3 courses. L'Equana, Ouais. 14e, il prend 2 points sur une des courses et 2 fois 0 sur les 2 autres. Ouf. Et Xavi Vierger, une fois 12e, 5 points, 0, 0. Alors, chapeau, parce que Honda, ils ont quand même du culot. Ils les prennent tous les deux pour aller rouler aux 8 heures de Suzuka. Là, ça nous a fait sourire un petit peu. Alors, c'est vrai que ce ne sera pas les mêmes machines à Suzuka. Ils auront Ouais. les Japonais avec eux. Ils auront un Japonais comme coéquipier, mais c'est... Alors, l'année dernière, la seule chose qu'il a gagné, l'Equana, c'est les 8 heures de Suzuka, justement. Vierger, ça sera première. Mais là, au niveau de ces 2 championnats, il n'y a pas d'autre mot que... Laisse-leur quand même l'endurance, ils sont quand même pas Oui, si mal en endurance c'est vrai. face à Yamaha. C'est- Au moins, ça marche. Jean-Louis. Oui, je voulais ajouter 2 points. Alors, redis-moi le nom du pilote qui a eu ce grave accident de moto. Et tu me dis, il a eu 16 côtes. 13, ouais. 13 fractures de côte. Alors, Comme Sykes. en chirurgie, ça s'appelle un volet costal.
Et les chirurgiens te disent que c'est l'un des accidents les plus douloureux sur la planète parce que tu peux plus respirer. Exactement. Et c'est très difficile. Et tu peux plus dormir non plus. Tu peux plus bouger. Et c'est terrible, La deuxième précision, je vais apporter un compliment à Rémi. Il nous a dit il y a un mois déjà, ici même, que Honda c'est une catastrophe. Ça l'est, on me l'a confirmé complètement. Et chez Honda, au Japon, ils ne s'en rendent même pas compte tellement, ça c'est pas moi, c'est un site qui le dit, tellement les ingénieurs de Honda sont orgueilleux, notamment dans la moto. Alors, je suis obligé, il nous l'a dit il y a un mois et ça commence à sortir maintenant partout. Que fait Honda? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont bientôt rouler en Goldwing. Non, mais c'est vrai que c'est dingue parce que ça sort maintenant. Mais c'est ce qui était arrivé, Jean-Louis, avec McLaren. En Formule 1, le moteur marchait pas et puis on n'arrivait pas à trouver de solution. Il a fallu que Red Bull mettre ce qu'il faut. C'est la grande différence. Là, quels sont les deux constructeurs qui marchent sur MotoGP? Comme par hasard, des constructeurs européens. Ducati, à 1 degré moins, sauf peut-être en Autriche bientôt. KTM, et les Japonais, quand ça va pas, il faut des heures, des jours, des mois pour qu'ils se décident. Chez Ducati, quand ça va pas, parce que ça à un moment, ça n'a pas été... ils n'ont pas gagné comme ça, tout ce qu'ils gagnent. Les Italiens, ils bougent, ils font, ils se démènent. Et pourtant, c'est une petite usine à Bologne, mais ils sont plus réactifs. Et c'est sans doute la mentalité nippone, mais il faut des mois, voire une année, voire 2 années. D'accord. Et pour terminer, on va parler du super sport. Est-ce que les Ducati se sont imposés là-dessus? Boulega aussi. Donc normalement, il lui est promis une. Il y a quand même, j'ai regardé, il y a quand même 5 vainqueurs différents cette année en super sport. Il y a quand même 4 marques qui ont gagné. Yamaha, MV Agusta et Kawasaki avant que Honjo se blesse. Ouais. Et il est intouchable. Il va aller chercher le titre s'il n'a pas de blessure. Alors il y avait 3 Français pour une fois. Lucas Mayas, Andy Verdoya et puis Valentin Debise qui avait un virus qui est revenu. Ils allaient faire une belle course. Valentin, qui était 10e, était remonté 5e. Hop, dernier virage. Schrotter, avec la MV Agusta, l'Allemand. La sortie. Non, mais il va loin en plus. Et si c'est mouillé, ils se fracassent tous les deux. Comme le GMT 94 et Chris Oglio, ils sont des gens très fair-play, ils n'ont pas porté réclamation. Et Valentin Debise n'a pas été mettre un bourre-pif. Il a fait un geste. Le lendemain, les 2 Français sont pas mal. Stefano Manzi, qui est un des pilotes les plus impressionnants avec la Yamaha, qui est chaud bouillant. Il prend un long lap, donc il repart derrière. Il commence par sortir Mayas. Alors il l'a sorti là dans l'herbe. Et là, du coup, déjà que ça n'allait pas très bien, les mal au bras, il est rentré. Mais j'ai jamais vu avoir une tête comme ça, Lucas Mayas. Et après, il a sorti Debise. Non, mais c'est pas vrai. Si. Donc là, quand même, pour Mayas, il a repris une pénalité encore. Les pénalités, on va parler. Voilà. C'est l'ami de Fenati, non Manzi, Non, c'est pas l'ami. Mais je sais. Là, les Français, tu te dis, là, quand même, parce que je rappelais, dans le direct, j'ai raconté l'histoire, l'Anglais Bradley Smith, qui était chez Tech 3, le rouquin, qui paye pas de mine, On a un très grand champion, vous voyez, c'est des Turcs qui gagnent, parce que c'est Kenan Sofoglou, qui était quintuple champion du monde, qui les a formés. Toprak, Onjou, les 2 frères Onjou, voilà. Et il avait une réputation, même avec les Français, où il était dur sur la piste, très très dur. Et quand il arrive en Grand Prix, sa seule année, il veut s'imposer, donc on était en Moto 2, il sort Bradley Smith, comme ont fait les deux pilotes à Valentin Debise. Et Bradley, il m'a dit, tu sais ce que j'ai fait? J'ai rien dit, je suis pas allé voir dans le box, j'ai attendu le Grand Prix d'après aux essais. Je te l'ai sorti. Il m'a dit le seul pilote que Sofoglou a pu embêter de toute l'année, c'était Bradley Smith. Ben voilà, je ne sais pas si les Français vont oser, mais parce que là, franchement, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu 2 Français se faire bousculer comme ça de la sorte par un pilote. Et Valentin Debise s'est fait bousculer par 2 pilotes en 2 jours. Ayrton Senna aimait bien, justement, sur la piste, être... 2 pilotes qui viennent des Grands Prix moto, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qui ne sont pas du paddock. Eh bien, quelquefois, c'était un peu mieux, parce que ça évitait les fédérations de pondre des règles abracadabrantesques. Les pilotes se débrouillaient eux-mêmes. J'ai un souvenir, c'est Emerson Fittipaldi qui vient voir Jacques Lafitte à la fin d'un Grand Prix, qui lui dit « Tu m'as dépassé là, une fois. On est là tous les 2. La prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. » Et Jaco, on le connaît, il a compris la leçon. Ouais. Bien sûr. Avant, c'était comme ça. Je pense que quelque part, c'était un peu mieux. Le gentleman agreement, exactement. Nous allons parler maintenant avec notre invité de sa carrière, de ce qu'il fait en ce moment. Beaucoup de choses à dire. Alors, je vais me lancer dans l'inconnu. Ah oui? Je suis sûr qu'on a une virgule interview, en espérant qu'il y ait une virgule interview. Je pense qu'il doit y en avoir l'interview.
Ah, c'est bon. Et ça fait 5 minutes, je me dis, je la lance, la dernière interview ou pas? Je les laisse finir de parler de la Je moto. m'en Je vais rappelais quand même... plus, c'était sûr. Évidemment, et si je l'avais sorti et qu'il n'y en avait pas, on aurait eu le même effet. Mais au moins, j'assume ma connerie et je vais jusqu'au bout. J'en ai parlé tout à l'heure, Tristan, un CV incroyable. T'as roulé en monoplace, t'as roulé en F3, en GP2, en Formule Renault 3.5, en Chemcar, en Super Formula. Là, c'est le moment où je suis vénère, où je suis très jaloux. 12 participations en 24 heures du monde. T'es pas vénère quand il roule en monoplace et tout? Non, mais il n'y a que le Mans qui m'intéresse. Oh là là. Il n'y a que le Mans qui m'intéresse. Il va falloir lui poser la question de confiance. Monoplace ou sport proto? Alors là. Tu vas être obligé. Non, c'est Anto qui va la faire l'interview. Vous m'envoyez au charbon, là. C'est ça. Du coup, 2 pôles en P2, 3 podiums en P2, un podium au général en 2017 avec Jackie Chan Racing. Incroyable. C'est magnifique. Il n'y a pas plus beau. Faire un tel palmarès avec Le Mans, c'est un truc de fou. Non, en tout cas, je suis ravi. Il n'y a jamais rien de parfait. Quand on est pilote, on a toujours envie de gagner déjà. Donc, c'est un truc, on en parlait tout à l'heure. Donc, je ne sais plus, 3 ou 4 podiums, deuxième à chaque fois. Donc, moi, je voulais vraiment la gagner, cette course. Donc, il y en a qui la gagnent plein de fois, ces enfoirés. Et ils m'en ont pas laissé une. Mais tu as fait des pôles, je suis obligé de dire. Oui. Quand on fait une pôle, on est en plus. En LMP2. Oui, on voudrait gagner encore plus. Ouais, c'est vrai. Non. Et puis j'ai toujours eu une affinité avec ce circuit. Les premiers tours de roue que j'ai eu avec les protos au Mans, ça a toujours été. J'ai une magie qui était là. Et donc. Grand plaisir. J'ai eu cette chance, une chance, je ne sais pas. En tout cas, moi, à l'époque, il y avait une énorme différence entre le proto, le GT, même entre la monoplace, le proto et le GT. Il y avait de très, très grosses différences. Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup plus nivelé. Les protos sont très performants. Les GT sont devenus très performantes avec beaucoup d'aéros, ce qui n'était pas le cas. Moi, j'ai commencé au Mans. Les GT, mais pour rien au monde, tu m'aurais mis dans une GT. Ah ouais? Dans les Porsche, les GT faisaient ça dans les Porsche. C'était un truc, tu les voyais faire, tu te dis, oh là là, c'était comme ça. Ah, il y a encore une dizaine, 10, 15 ans. Les protos, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Ouais. Je dirais jusqu'en 2008, peut-être. Il y avait une énorme différence. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là, en P2, les dernières années, quand on rentre dans les Porsche, les Corvettes, Porsche, tout ça, là, c'est vraiment des protos. Alors, évidemment, on a la charge aéro et un peu plus léger qui fait qu'on passe plus vite. Mais franchement, les écarts se sont vraiment rapetissés. Oui, il y a de l'écart, mais ça reste tout à fait raisonnable. Il y a quelques années, c'était de la folie. Il y avait 50 km/h d'écart dans les Porsche. Jean-Louis, énorme. Oui. Tu attaches beaucoup d'importance aux pole positions. Tu penses que tu as remonté le moral de ton voisin en lui disant qu'il a fait des pole positions. Moi, j'ai un exemple très marquant en moto. Un grand champion moto qui a tout gagné en motocross, supercross, Jean-Michel Bell. Ah oui, Jean-Michel. Quel est son palmarès des grands prix entre la 250 et la 500? Combien de victoires? 0, je pense. Pas, non. Combien de podiums? Je l'ignore. 0. Ouais, mais 2 pole positions. À Imola, justement, il y a Bordeaux, sauf que les pole positions... Oui, mais JMB, il est super connu parce qu'il a fait le gap entre la motocross et le GP. Personne ne l'a fait d'autre. Mais je peux vous dire que si vous discutez avec lui, des pole positions, ça vaut 0. Oui, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Alors en plus, en moto, ça rapporte 0 points, ça rapporte rien. Parce qu'en monoplace, par exemple, moi je connais un peu les Grands Prix, mais au Mans aussi, la pole position, c'est un art. Oui. Pour moi, c'est un art. C'est là où tu donnes tout. Tu donnes... Pour ta voiture, tu te donnes toi, avec tu vois, la vision des choses, de la vitesse et tout. Et donc, ça reste un art. Et la course, c'est quoi alors? Derrière, c'est de la gestion. Mais, ah non, c'est de gestion. Écoute-moi, tu te souviens de la dernière mission sur Le Mans, l'histoire de la Ferrari, je t'avais dit, Ferrari, ils sont arrivés, ils ont fait la pole, et je disais autour de moi, ils peuvent remballer. Ils ont déjà fait la pole au Mans, sur les 13 km 626, la pole. Ça, mais en monoplace, il peut en parler. La pole, c'est l'exercice par excellence. Non, mais en moto aussi. Il a quand même fait sa pole, Jean-Michel Bell, face à Mick Douad, c'est des légendes. Mais après, à l'arrivée, il faut concrétiser. C'est le lendemain, c'est le dimanche. À la différence, quand même, qu'en endurance, c'est pas le seul pilote à rouler. Alors qu'en monoplace, on a fait des pôles, justement. Et on parle du Mans, donc c'est 24 heures. C'est une aventure. Oui. C'est pas un Grand Prix de 2 heures. Non. Donc, du coup, c'est un peu vrai que la pole au Mans, elle est toujours marquante. D'ailleurs, ils en ont fait quelque chose avec Hyperpole, parce que c'est vrai que Le Mans, il y a quand même cet enjeu.
on le sait tous, surtout encore plus maintenant où on a la voiture de course en qualif. Donc on est obligé, le jeudi soir, la voiture, c'est la voiture de course. Donc si on la tarte, la boîte, tout, moteur, tout ça, c'est la voiture de course. On les a fait. Et pourtant, il faut à un moment donné quand même aller placer la voiture correctement, parce qu'on l'a vu encore cette année, quand les conditions sont abominables, c'est quand même mieux de partir devant que d'être en peloton. Donc ça peut sauver les quelques premiers tours. Puis après, en termes de perfo, Le Mans, c'est challenging quand même. C'est-à-dire les Porsche, rentrer dans les Porsche en proto, enfin, on rentre là-dedans, c'est à 320. Donc, et c'est entre les murs, et on sait, quand on rentre dedans, on dit là, elle m'échappe, la caisse, elle est pulvérisée, et ça compromet toutes les 24 heures derrière. Donc, celui qui a été faire la pole, il a mis ses couilles sur la table. Un peu, quand même. C'est vrai. Je vais rajouter autre chose. Au Mans, vous n'étiez pas né, mais je me souviens du temps des Matras, par exemple, on regardait la météo, mais sur la pluie, évidemment, mais quand il ne pleuvait pas, la chaleur, l'humidité qui commence à tomber, le soir vers 22h, 23h, il faut y aller les gars, c'est le moment pour faire la pole. Exactement. Il commençait déjà à faire nuit, 23h, et c'est là qu'on faisait. Là. Donc c'est pour ça que je rajoute, en plus de l'art, c'est de la perception. Voilà. C'est bien amené ça. Mais C'est beau, hein? C'est bien amené. Justement, on va parler de ArtGP. Je suis en train de finir un livre sur la F1, j'ai fait un truc qui s'appelle l'art de la pole. Voilà, je referme la parenthèse, parce que pour moi c'est un art. Voilà. C'est un art. Exactement. Et je laisserai après la place à Anthony pour ces questions, mais du coup, chez ArtGP, ton rôle, c'est quoi exactement dans les teams? En fait, Art Grand Prix a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Oui, on a une toute nouvelle usine à côté de Tigéry, qui est magnifique, où ils ont intégré le simulateur AOTech, qui est aujourd'hui le simulateur obligatoire de tous les pilotes des 24 heures du Mans, qui ont obligation de passer là et pas à un autre. Ah ouais. Où avec nos ingénieurs, on valide et on tamponne leur capacité à aller aux 24 heures du Mans. Et puis, c'est aussi Spark avec la Formula I, c'est aussi l'Extremi, c'est la Formula I avec Nissan. C'est un des plus gros teams en Europe. Donc, et c'est un team, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai gagné la F3, Macao et tout ça. Avec, alors là, respect. Quand même. Non, mais j'allais y venir. Là, gagner Macao, là, respect. Ouais, c'est parce que j'ai une certaine connaissance de l'équipe de ces années-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, quand j'ai réfléchi sérieusement à penser à la suite et autrement que derrière un volant, ça a fait partie des discussions auxquelles j'ai eu et le conseil, les discussions avec Richard Mille, beaucoup, qui est très proche de Fred Vasseur, ont fait que dans ce cursus d'agrandissement et d'essayer de s'étoffer dans l'équipe Art Grand Prix, il y avait une volonté aussi de développer le business autour de la course automobile, sans avoir une image bien précise de ce qu'il pouvait faire, mais en tout cas l'outil, le simulateur, les 3500 mètres d'atelier, plus tout ce qu'on peut faire sur les circuits, qui est inexploité non pas uniquement par Art Grand Prix, mais en fait la F3 et la F2, finalement, il y a très peu d'incentives, il se passe très peu, il y a très peu de partenaires finalement, parce qu'il faut quand même avouer que les financements proviennent principalement à 98% des papas, des copains, et puis un peu des filières, mais enfin pour un tiers peut-être, pour ceux qui font partie des... Donc c'est vrai c'est un terrain qui est relativement vierge, donc ils m'ont mis directeur commercial un petit peu de tout ça. Et le terrain est vierge et je dois planter, donc je plante, je crée, je market. Mais c'est dans la continuité un petit peu de ce que j'ai fait pendant des années pour moi. Parce que même si j'étais payé, mais pas toujours, parce que le cursus, à part si on ah oui, non, c'est sûr. Mais le cursus payé enroulé, c'est pas évident. Pas toujours évident. Et que même si j'en avais pas besoin, on n'a jamais trop de pognon. Et donc, j'ai souvent, moi, négocié mes contrats, trouvé les partenaires, faire des opérations. Et puis, cette réputation m'a suivi. Et c'est au cours de ces discussions-là où Art Grand Prix a pensé à moi pour essayer de... Dans cette création de poste, parce que ça a été... Jean-Louis. Je peux ajouter quelque chose. Mais c'est ton émission. On parle souvent d'e-sport ici. Aujourd'hui, on n'en parlera pas, mais... Toi, tu aimes ça. Oui. Il faudrait qu'un jour, Tristan vous organise une visite du simulateur. Parce que là, si c'est pas moi qui force, il n'y a pas de problème. Le simulateur, je le connais, c'est pas un truc de Mickey, c'est pas de voir sa télé, non. Le simulateur, c'est un monument.
Tu peux pas dire ça à Donald. Hein, que c'est pas- Ah, non, mais j'étais sûr que quelqu'un allait relever. C'est pas possible, mais pourquoi On arrête les blagues. Non, mais normalement, vous faites les blagues en fin d'émission. Là. C'est pas à ce moment-là de Le l'émission. simulateur, Ah ouais, le mais grave, simul, mais- c'est quelque chose. Et c'est pour ça que Le Mans, quand il y a des débutants, il faut passer par là, parce que c'est une vraie leçon. Ah et il ouais. est très bien fait sur Le Mans, par exemple, ce C'est simulateur. très impressionnant. À Tigerie. Ah Bon. ouais, non, là, on n'est pas dans le jeu vidéo. Et d'ailleurs, 90% des pneumatiques Michelin sont modélisés chez nous. Ah oui, d'accord. Et il y a eu un séminaire avec la direction générale sport et la direction, effectivement, de Michelin, qui était là pour montrer un peu le côté vertueux, puisqu'il y a eu quand même, pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui maintenant, enfin quasiment depuis toujours, le Michelin, les autres hein, d'ailleurs, ils fabriquent du pneu, ils conçoivent des pneus, puis après ils vont les essayer sur le circuit, mais c'est des semaines des fois de tests, de specs Ouais. différentes, et donc on brûle du pneu. Aujourd'hui, c'est pas très bien vu, et que Michelin estime qu'il y a entre 80 et 90% de fiabilité de retour de leur pilote qui vient chez nous sur la modélisation des pneus, et ils en sélectionnent quelques-uns et décident, après validation au simulateur, d'en faire fabriquer certaines specs et après d'aller les valider sur le circuit. En tout cas, je te remercie, Joey. Je t'enverrai ta petite enveloppe pour le. non. petit truc. On va faire ton test. Nickel. Non, mais il y a aussi un bureau d'études. Hein, ils ne sont pas tout seuls. Il y a des ingénieurs aéros, des ingénieurs aéros qui sont absolument formidables, qui un jour m'ont pris au passage. Bon, viens Jean-Louis, on va t'expliquer comment ça fonctionne, pour que tu puisses dire, éviter de dire des bêtises. Voilà, les soufflets oui, sur mais- les roues, les machins, etc. Exactement. Voilà, des types formidables. Voilà, Ouais. C'est pour ça que j'adore Art Grand Prix. Voilà. Ouais. Bah, tout le monde. Ouais. Bah oui, c'est T'avais vrai. une question, plusieurs questions, parce que du coup, j'ai monopolisé un peu. Non, bah attends, mais moi, vas-y. Je n'ai pas beaucoup de questions. J'ai juste envie de te mettre en avant, Tristan, parce que c'est aussi le pilotage pur, la monoplace. Et tu as commencé par la monoplace, mais tu n'avais pas d'antécédent, justement, de famille qui était vraiment impliquée là-dedans. Donc, à quel point ça a été difficile de monter les échelons jusqu'en Formule 2, en tout cas GP2, et d'avoir un contrat même pour aller plus haut. Ouais. Ouais, on va pas faire. Parce que, il y a Non, eu non. tellement de pilotes. Non. Aujourd'hui, on a des pilotes français en Formule 1. Mais c'est une période où on s'est connu d'ailleurs un peu à ce moment-là, d'ailleurs avec l'équipe de France. Oui, quand c'est ça, j'avais gagné absolument, la ouais. France, l'Europe et puis Ouais, Macao. Il m'a mis un peu capitaine avec Jean Lézy. Oui, c'est l'équipe ça, de c'est ça. France. C'est tout à fait ça. Oui. Et donc ça remonte à il y a une vingtaine d'années maintenant. 2003, je dirais, ouais. Ouais. Et janvier 2003, l'équipe de France. Exactement, avec les exactement. Cuba à Chamonix. À la montagne. Ouais. Et c'est vrai que c'est une période où toute cette génération, il n'y avait pas les filières. Il n'y avait pas les filières qu'on connaît, Red Bull, on ne finançait pas. Il y avait le RDD, c'était un peu le début Oui, du RDD. un peu, oui, c'est Et vrai. ça c'est vrai. finançait quand ils avaient envie. Ouais, ouais. Donc en fait, c'était la loi E20 qui était passée juste avant, Prost qui arrêtait, enfin, c'était un peu la cata en oui, France. ça tombait, oui. Et le sport automobile était très mal vu. Donc il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de soutien financier pendant près de 10 à 15 ans. Et donc on a dit, il n'y a pas de pilote français, il n'y avait surtout pas de thunes. Il n'y avait pas d'argent et des pilotes vite, il y en avait pourtant. Mais ça a été une période assez compliquée. Donc c'est vrai que quand j'ai démarré, ma mère, instit, mon père, ingénieur à General Motors. Enfin, nous, c'était pas avec notre pognon qu'on allait faire du sport en moto. Mais on avait quelques châssis de cartes, puisque mon oncle fabriquait un peu des cartes. Mais même ça, on n'en avait pas les moyens. Et ça a été un peu par hasard, et j'ai été condamné de gagner tout de suite. Il a fallu que les teams soient convaincus et empruntent pour me faire rouler. Et un des tout premiers qui m'avait repéré, ça a été Fred Vasseur. Fred, ouais. Donc, comme quoi, C'est pas mal. et finalement, il se trompe assez peu, parce qu'il en a bavé oui. un peu, parce que moi, j'étais pas formé. Donc, j'y ai tarté quelques fois les caisses. Je vois arriver. Et c'est Un vrai beau qu'à la nom. fin de la première année, je roulais avec Thiago Montero. Ouais, Thiago, oui, bien sûr. Et à la fin de cette première année, je me rappelle, discussion avec mon père, et Fred qui a dit, bon, s'il démarre la deuxième année comme il a terminé la première, on devrait tous les exploser. Par contre, s'il recommence la deuxième comme il a commencé la première, il dit là, financièrement, je peux pas suivre. Et on a tué tout le monde. Ça Ouais, a c'est beau, bien c'est beau. fonctionné. Ouais. Je crois qu'on a fait, je sais plus, 12 pôles, Ouais. 12 pôles sur Ouais. 14 courses. On a tout gagné. Oui, ça marche. Dernier champion de France de F3 de l'histoire. Ben ouais, ça c'est malheureux par contre. Ça c'est un grand problème du sport automobile en France. Il n'y a plus de Mais monoplace. tu as bien parlé de cette époque déjà. Oui, bien sûr, c'était compliqué déjà. Et Ouais. donc, ça l'est de plus en plus. Est-ce que je peux revenir sur... il a posé une question, mais tu n'as pas bien répondu. Proto ou monoplace? Proto monoplace. Proto, tu partages ta voiture. Ouais. Monoplace, c'est la tienne. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui avec les protos où
ou en tout cas le LMP2, quand ils sont montés à 600 chevaux, la charge aéro, on était à plus de 2 tonnes, à plus de 200 km/h. Donc il y a énormément de charge aéro. Je suis rentré dans les Porsche sans freiner et on arrive à 3,20. Donc pour vous dire la charge aéro là-dedans. Donc c'est vraiment extraordinaire pour ça. Donc le proto en termes de feeling, il y a un poids, il y a en gros un proto c'est 900 kg, une monoplace c'était 700, moi j'ai toujours connu 650, 700 kg C'est ça. pour 800, 900 chevaux. Donc c'est ce que j'avais en Champ Car et GP2, tout ce merdier-là. Donc il y a une espèce de légèreté, une vivacité où une monoplace va décrocher. C'est tellement pur, c'est ce qui m'a toujours... Je crois qu'il n'y a rien de plus pur que la monoplace. C'est... aujourd'hui, les F1 là sont agiles, c'est quand même très impressionnant. Oui, malgré le poids et, malgré et le la taille. poids, exactement. Et puis à l'époque, après, c'était les effets de sol, enfin les années Senna, ça pardonnait rien. Enfin, donc c'est le pilotage à l'état pur. Donc c'est d'une pureté qui a nulle part ailleurs. Donc monoplace. Donc pour la pureté, la monoplace. Après, pour la beauté du sport, j'ai découvert l'endurance et j'ai pu le faire dans de bonnes conditions. Et le proto en endurance, c'est une autre philosophie. C'est pas forcément plus simple, mais en tout cas, il y a un partage, il y a une aventure humaine. Quand on dit proto, ça veut dire endurance. Et il y a une aventure humaine en endurance qu'il n'y a pas du tout en monoplace. La monoplace, c'est la guerre. Ouais. Vous vous levez le matin, au petit déjeuner, votre équipier, déjà, vous devez tuer votre équipier au petit déjeuner. Ça commence là. Donc l'état d'esprit... C'est à la guerre, oui. C'est ça. Non, tu as raison. Moi, Jean-Louis... On l'a vu en Autriche en F2, je dis ça, je dis rien. À la guerre. On va y venir. Mais la monoplace, c'est une guerre de tous les instants. L'endurance, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Et au contraire, vous devez lier un lien, vous avez un lien fort, vous devez créer un lien avec vos équipiers pour que ça puisse fonctionner, parce que c'est la même voiture, c'est le même setup pour les 3 pilotes. Donc vous avez intérêt de vous entendre avec les qualités et les défauts des uns et des autres, et pas se mentir, se dire la vérité. Quand on a des moments de faiblesse, il faut le dire. Si à un moment donné, pendant la nuit, putain, on est un peu dépassé, si les lap times ne suivent pas, parce qu'à un moment donné, le mec n'est pas dedans, il faut être capable d'avoir la confiance et que le mec soit en confiance avec toi, pour qu'ils te disent, putain Tristan, vas-y, prends le relais, moi je suis pas bien, je sais pas, je le sens pas, on est en train de perdre du temps, vas-y. En monoplace, jamais tu l'avoues. Non, jamais. Jamais. J'adore. Tu peux être en train de crever. Tu continues. Tout va bien. C'est tellement dur. C'est vrai, Ouais, non, tout à c'est fait ça. l'énorme différence. Tout à fait ça. Ça pardonne rien. Alors, je vais être obligé de dire que tu me rappelles Jackie X, car un jour Jackie me dit, je veux te confier l'un de mes secrets. Jackie. J'ai dit, mais c'est quel secret? Il dit, c'est maintenant... Tu le vois partout, sur les computers, les machins, la voiture, comment ça va, comment elle est, etc. Avant, nous, on n'avait pas ça. Et j'exigeais de mes copilotes, mes camarades pilotes, de me dire exactement, de promettre de dire la vérité sur ce qui s'était passé sur le relais. Ne pas dire, tiens, oublier par exemple de dire, je suis monté sur un vibreur et j'ai accroché un peu là-bas. Non. Et moi, je faisais pareil. L'exemplaire de la lettre est absolument formidable, avec le style de Jackie, qui n'y manque pas un point-virgule ni une virgule. Hein. Et c'était ça, c'était le secret. Bon, tu me rappelles ça. Très beau compliment, je suis d'accord. Tristan Gommandi, c'est le gentleman rapide. Exactement. C'est ça qui est beau. Le gentleman dans le bon Le sens. palmarès de Jackie, mais Se dire la vérité entre équipiers. Exact. C'est ça qui est c'est formidable. se rendre service à soi-même. Dire la vérité Oui. et avoir cette relation de confiance, c'est rendre service à toute l'équipe. On va rester dans ton domaine, on va parler de Formule 2. C'est tout de suite, c'est dans les news. Mon cher Anthony, parce qu'on papote, mais on se met à la bourre. Mais on va faire rapide. On va parler monoplace. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire en F1. Non, Vous avez du est-ce temps. que justement les Français ont réussi leur week-end autrichien? Alors le samedi, oui. Même le vendredi d'ailleurs, avec la pole position de Victor Martins pour Hard Grand Prix. Donc encore une pole pour Victor. Il montre vraiment qu'il est en forme. Théo Pourchaire, 3e. Donc sur la grille, c'est bien et ça se place. Par contre, pour Isaac Hadjar, problème de moteur, il partait 21e. Ah oui. 20e pour Clément Novalak. C'était compliqué pour eux. Et puis, la course sprint arrive. On a des conditions météorologiques. On n'est pas en Belgique, mais... Changeantes. Elles sont changeantes, tout à fait. Et on a un Victor Martins étincelant. Il finit 2e pour Hard Grand Prix en remontant, vraiment fantastique. Mauvais choix de pneus pour Vesti, le leader du championnat, et pour Théo Pourchaire. Donc, ils sont un peu à la course, un peu en retard, quoi. Et ils terminent au milieu du peloton, mais vraiment 11-12 ou 12-13, enfin, en tout cas, hors des points. D'accord. Donc, c'était pas très bon pour eux. Et en revanche, on a Victor sur le podium 2e.
On a Crawford, donc, qui s'impose, qui partait de la pole. Lui, il a gagné cette course sprint parce qu'il y a grille inversée, on rappelle, dans la course sprint. 3e place, c'était pour Novalak, mais problème technique et il a été disqualifié. Et donc, Isaac Hadjar monte sur son premier podium, virtuellement, parce qu'il n'a jamais vu la couleur du podium. Ça doit être frustrant aussi pour un pilote. Mais il a pris les points, en tout cas. Et le dimanche, départ raté de Victor, malheureusement, pour Art Grand Prix. Théo Pourchère essaye de se battre face à Vesti. Donc là, c'est vraiment la lutte, le duel au championnat. Et Vesti utilise mieux les pneus, globalement, sur le début de relais. Donc, il rentre au stand en étant vraiment largement en tête. Donc, tout se passe bien pour eux. Et puis, on a un safety car qui arrive et qui rebat les cartes intégralement. Et finalement, ceux qui décident de s'arrêter en ayant une stratégie inversée, parce qu'il y a de la stratégie en F2, en étant avec des pneumatiques qui duraient un peu plus longtemps en début de course et qui ont pris les pneumatiques tendres, eh bien, ils ont tiré les marrons du feu, et notamment Richard Verschoor. Et c'était finalement l'hommage parfait pour Dilano Vanthof de Spa, un Néerlandais qui gagne C'était difficile. Ça a été très difficile, il l'a connu, il était avec lui quand il a gagné chez MP le championnat de Formule 4, c'était son coach, Richard Verschoor. Il a gagné à Macao comme toi, Richard Verschoor, le dernier à avoir gagné en F3 en 2019. Et c'est un vrai bon pilote, mais il n'est pas du tout soutenu par les académies. Tu vois, il me fait un peu penser à toi, dans le sens où il a vraiment beaucoup de vitesse, et il est très bon. Mais il est là pour faire remonter des équipes qui sont en difficulté. Donc, si tu veux, à un moment, il va rouler chez Trident, il gagne, et puis il finit pas la saison. Chez MP, ça marchait pas trop en 2020. Il était là, ça gagnait. Et là, il est avec Van Amersfoort Racing, qui est une super équipe en F3, mais qui en F2 a du mal, et ça gagne. Donc, bravo à Richard Verschoor. Il a rendu hommage à Dilano Vanthof, c'était parfait. Et au championnat, on a Vesti en tête, 20 points devant Théo Pourchère. Et Victor Martins qui remonte au championnat, il est 7e. Donc c'est pas mal quand même pour nos Français. Propre. Il fait ça tellement vite et bien condensé, c'est magnifique. Ce mec, il rattrape le temps perdu. C'est comme quand tu es sur ton scoot et que Waze, tu remontes le temps grâce au scoot. Tu arrives 9h05, tu sais que tu as la bourre, et à la fin, tu arrives à 8h58, tu fais OK, c'est bon. C'est Anthony Drover. Combien il reste de courses de F3 et de F2? Eh ben, il y a moins de courses de F3, il y en a 10, il y en aura 9 cette année. De F2. Et F2, il y en a 14 normalement, et donc il y en aura 13 parce qu'il n'y a pas Imola qui a été annulé. Et donc, il en restera, je crois, il en reste 5 ou 6 là, non? Il doit en rester 5, je pense. Il reste Silverstone, on va les compter. Hein. Silverstone, Hongrie, Belgique, Zandvoort, Monza. Ah non, il en reste quand même pas mal. Et Abu Dhabi. Il en reste 7. On est à mi-championnat. Ouais. Et Martins et Pourchère. Martins, il a eu pas mal de difficultés en début de saison parce que. Non, c'est possible ou pas possible de remonter? Pour être titré, ça va être dur. Pour Théo, tout est possible. Il est 2e à 20 points. Donc, il se bat avec Vesti, d'accord. Voilà. Okay, bon. En IndyCar, grosse sortie. Alors, c'est con, on peut pas la passer parce que, mais bon, on l'a tous vu. Énorme sortie à Mid-Ohio. Il s'est passé quoi? Là, on a un screen, mais c'est la voiture qui fait combien de temps? La voiture a décollé. Alors là, dans quel sens il faut prendre l'image? Je ne sais pas. Simon Pagenaud qui se satellise, problème de frein. Non, alors il dit qu'il a essayé de se mettre en travers puisqu'il n'y avait plus de frein. Ouais. Et donc, à mon avis, il a dû monter sur une niveau un peu haut. Pourquoi il a décollé comme ça? Eh ben parce qu'en fait, il y a une marche à Mid-Ohio. T'as jamais roulé à Mid-Ohio parce que j'ai regardé le palmarès, évidemment. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi il décolle comme ça. Mais en fait, il y a une marche et donc il met la voiture en travers. Et comme il y a une marche, eh ben, la voiture tombe. Et au moment d'arriver dans le bac, alors là, ça fait combien? 6 tonneaux, je crois. Monstrueux. Enfin, il a été déclaré unfit, donc il n'a pas été apte à prendre le départ, mais il s'en sort sans problème. C'est miraculeux. Et alors, ça rappelle l'accident en 98 de Michael Andretti au même endroit. Alors lui, par contre, il était venu heurter un de ses petits camarades et il était parti en tonneau aussi. Chaud. La voiture avait brûlé, etc. Là, force est de constater que la sécurité est là. Il s'en sort bien. Et il s'en sort bien. Donc, malheureusement, pas de Simon Pagenaud en course. Très bien. Et par contre, victoire d'Alex Palou, l'Espagnol, qui domine tout. Lui, c'est championnat quasi assuré maintenant, alors qu'il reste beaucoup de courses. 3 victoires de suite pour Alex Palou, doublé Ganassi. Bref, c'est sur de bons rails. C'est son idole, Palou. Donc. Mais non, alors vous savez quoi? Je n'avais pas du tout d'affinité avec Alex Palou. Vu son parcours, il était moyen en GP3, moyen un peu partout. Plein de pays. Il est allé au Japon. Il justifie là. Non. Et Sébastien Bourdet m'a dit, mais attention, c'est un vrai bon. Et il me dit ça, je dis, mais c'est un vrai bon. Champion en 2021 d'IndyCar quand il arrive, bam. Et là, il est en tête du championnat, il peut être titré. Dernière chose, la NASCAR, une première depuis plus de 60 ans. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu vas nous annoncer? Alors là, moi, je vous annonce que Shane Van Gisbergen est un phénomène. Humainement, je suis plus réservé, parce que je l'ai côtoyé au Mans et il m'a pas trop
Plus le monsieur, mais alors par contre, au volant, mais c'est un phénomène. Le gars est champion de supercars australien. Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Oui, c'est ça, c'est ça. Il t'a mis une grande claque dans le dos, comme ils se font tous. C'était parti Il à 20 m'a mètres. complètement renvoyé dans mes 22, alors que j'étais poli, gentil, etc. Bah, et alors, Il m'a les adoré. grands champions, ils ont du caractère. Ah bah, il a du caractère. Ah bah, de toute façon, il a du caractère. On n'a pas le temps, donc je vais pas du aller. caractère et de l'éducation. Oui. Ouais, c'est ça. Parce Voilà, que là, Ça, franchement. mais s'il aime pas les barbus. Ou les Français. Peut-être qu'il a entendu mon accent. Peut-être que c'était ça. Ouais. Mais il y a une histoire d'ailleurs. Il a pris sa retraite en 2012 juste pour casser un contrat. Ah, magnifique. Il avait 24 ans, 26 ans, je sais plus. Il casse son contrat. Il dit je prends ma retraite. 3 mois plus tard, il signe un contrat avec une autre équipe. Ça prouve le personnage. En tout cas, c'est un magicien. Franchement, il vient en NASCAR. Il a jamais roulé dans la caisse. Ouais. Il vient avec l'équipe où il y a Kimi Raikkonen qui roule, comme Kobayashi. Voilà, il y a des pilotes invités internationaux. Bon, ils sont pas là pour gagner, quoi. Lui, il fait 3e, les doigts dans le nez. On me dit, il est facile. Hein. Là, 3e en qualif, il est facile. Bah, il l'a prouvé. Le lendemain, il gagne la course avec, franchement, dextérité. Il y a eu un overtime, donc 2 tours supplémentaires à la fin de la course, parce qu'on veut absolument terminer sous drapeau vert. Les Américains, on l'a dit. Et il dépasse son adversaire, Justin Haley. Et il gagne 60 ans que c'était pas arrivé. C'était même dans une course qui ne comptait même pas pour le championnat, avec Rutherford. Là, il gagne. Bravo à lui. Franchement, c'est l'histoire qui est en marche. Il va peut-être en faire d'autres des courses en NASCAR. Et il va peut-être faire une carrière à la Marcos Ambrose. Ah ben on va suivre ça. En attendant, nous avons à débriefer le Grand Prix de Spielberg avec toi, Jean-Louis. Donc lançons la Formule 1 comme je dois. La Formule 1. C'est limite. Oui. Ah ouais. Je crois qu'on n'a jamais entendu autant de radios dire dis-moi, il a pas débordé un peu là, on en est à combien? Mais ta gueule, roule. C'était incroyable les radios de Toto. C'était ça. Non, alors, je t'ai donné l'écart, quelque chose d'assez historique finalement. De la pole jusqu'au dernier, il y a 0 seconde 858 millièmes d'écart. Oui. C'est quand même absolument formidable. Ça dit le niveau des pilotes, ça dit le niveau des voitures. Et pourtant, en course, c'est pas concrétisé. C'est pas concrétisé. La course a été assez morne, malgré quelques belles bagarres internes, assez morne. Et je vais conclure avec Max et Red Bull. Ils sont en train d'arriver, il a 23 secondes d'avance. Il dit non, il insiste. Je veux prendre le record du tour qui est 1 point. Oui, incroyable. Hein. Là, tu te rends compte, si la voiture redémarre pas, tu as tout perdu. Hein. C'est de héros à 0, c'est la formule consacrée. Et non, il dit bon, d'accord, ok. Et il repart, il fait le meilleur tour. Tout ça parce que Pérez l'avait. Et donc, c'est quand même... C'est fou. Hein. Ce que tu disais, il faut tuer son coéquipier. Mais absolument, absolument. Donc, le début de saison, on a tous parlé ici, Pérez a commencé à dire que oui, c'était pas mal, il visait le titre mondial. Max l'a remis, Checo, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Max l'a remis à son niveau. Et ça, il a une grosse période difficile. Il est mort, il s'est tué tout seul avec ses déclarations, c'est terminé. Voilà, exactement. Bon, là, il est revenu. Déjà, en qualif, ça n'a pas marché. Mais il est quand même revenu. Mais à un moment donné, on avait parlé de ça sur les derniers Grands Prix, l'ordre de l'arrivée était l'ordre des 3 premiers de la grille. Heureusement, Pérez est arrivé et a changé ça. 15, mais sinon, on était comme à Monaco, comme à Montréal. Et là aussi, sur un circuit quand même... on peut dépasser tout, l'ordre était comme ça. Il y a quand même eu, Jean-Louis, un petit événement qui a arrêté la série. Oui. Il y a quelques tours, il me semble, où Verstappen n'a pas mené. Ce qui était pas oui, c'est pour les pneus. Mais ça arrête oui, je sais, c'est pour les pneus. C'est Charles qui était en tête, mais enfin, j'en viens alors à la question, et ça, je voulais en parler à Tristan. Comment se fait-il qu'en ce moment, on fait des temps canons sur un tour, sur la conquête de la pole position, on va sur la grille de départ, et on n'arrive pas à transformer en course? C'est le problème de Ferrari, par exemple. Ouais. Comment tu vois ça? Parce que souvent, ça demande... Alors, généralement, on peut l'adapter. Alors après, je ne peux pas parler pour eux, parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement complexe, malgré tout, et surtout en F1, mais on peut... Et tu le sais aussi, il y a souvent 2 setups. Il y a un setup qualif pour aller chercher le pic du pneu, la performance du pneu. Et là, généralement, ça demande d'avoir une raideur et d'aller chercher de la raideur pour aller taper dans le pneu, pour aller tirer, épuiser toute l'adhérence et aller générer de la température dans le pneu le plus rapidement possible. La problématique de ça, c'est que ça crée ce pic de performance, mais après, le pneu s'écroule. Le pneu s'écroule. Alors, il y a, suivant la structure et la géométrie des pneumatiques, ça c'est plus ou moins vrai et tu peux plus ou moins changer. Alors, tu peux faire généralement en monoplace, les choses simples en monoplace, c'est souvent les ressorts, de durcir un peu les ressorts, durcir les barres pour gagner en roulis, puisque
finalement, il y a plus d'adhérence, il va y avoir plus de roulis, plus d'appui, donc on durcit les barres, elle les ressort. Ça, c'est vraiment le truc relativement de base, et on baisse la voiture pour aller chercher l'aéro et la charge la plus importante. Après, en course, évidemment, on est obligé de jouer avec le poids, donc on relève la voiture. Bien sûr. Et donc, ça peut, je pense, et il y a une des grandes discussions sur les fonds plats et sur l'aéro, c'est que il peut, suivant la forme et la structure des fonds plats et l'aéro global de la voiture, qui est extrêmement complexe en F1 maintenant, c'est d'une complexité hallucinante. Et c'est là où a toujours fait ses preuves Adrian Newey, c'est que lorsque vous relevez la voiture, vous pouvez avoir une incidence qui est totalement différente, même si tout est à son optimum. Il y a un moment donné, il n'y a quasiment plus de suspension. Vous allez chercher la raideur maximum et la voiture, elle touche par terre. Donc là, vous allez chercher le maxi de la charge aéro et de la performance du pneu. Et là, ça nivelle normalement. Si les mecs ne sont pas idiots, vous arrivez à peu près tous à la même perfo. Et à un moment donné, lorsque vous devez relever, assouplir un peu la voiture pour ne pas détruire le pneu au bout de 10 tours, vous êtes obligé de l'assouplir. Si vous l'assouplissez, il faut la relever, la voiture. Parce que si les ressorts sont plus bas, vous allez être dans les bump rubbers et tout ça. Donc vous relevez la voiture. Et quand tu la relèves, la voiture, forcément, ton diffuseur et tout le travail du fond plat, là, il y a d'énormes différences. C'est-à-dire que suivant... Alors, je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est ce qui provoque souvent, c'est que lorsqu'on relève, il peut y avoir une Red Bull, elle peut être relevée de 3, 4, 5, 6, 7 mm et générer X% de charge. Et la Ferrari, vous êtes obligé de la relever, sauf qu'elle, elle a perdu 60% de sa charge. Oui. Alors j'exagère les chiffres, mais ça peut tout à fait être quelque chose comme ça. Et que du coup, ils ont une dégradation. Si tu n'as pas la charge, tu dégrades ton pneu. Et oui. Alors on l'a vu d'ailleurs, Leclerc, quand il a remis les balles neuves, putain, il tenait le rythme de... J'ai dit, putain... Mais il se réveille. Ah ben non, ça a duré 10 tours. Ah oui. Il s'est réécroulé et l'autre, il est parti, il aura collé 23 secondes. Et du coup, la stratégie Ferrari, ça a été... quand Sainz était meilleur, mais ils avaient décidé ça. Même ce moment-là, il était fou d'ailleurs. Oui, mais là, on ne connaît pas ce qui s'est dit dans l'équipe. Quels sont les plans de A jusqu'à Z, la fin du Grand Prix. Et là, moi, je ne me risque pas. Je connais Fred. S'il a décidé avec les ingénieurs que c'était comme ça, c'était comme ça. Et voilà, puis, c'est tout. Il a dit quelque chose aussi d'intéressant. C'est vrai qu'on oublie, mais derrière, Sainz dit « je suis plus rapide ». Ouais, il a le DRS. Donc Fred dit, mais si on échange les positions et que du coup c'est Leclerc qui est dans le DRS, du coup il va aller plus vite et on rechange. Non, mais moi je parlais même pas de ça, moi je parlais des stands. Arrêtez, on vient de dépasser les limites. Non, on a dépassé les limites de l'émission. Le dernier point, il y a eu 1200 transgression de limite à analyser. C'est pour ça qu'on a eu les résultats de la course à 23 heures. Et qu'il faut absolument qu'on change ça. Mais tout ça, c'est la faute des amis de Rémi Tissier. C'est les motards. C'est les motards. Et pour avoir le Grand Prix moto et le Grand Prix auto, on est obligé de sacrifier ça. Il y a déjà pas beaucoup de circuits qu'on partage. Tu m'as dit tout à l'heure, on va plus faire de Grand Prix dessus s'ils mettent les graviers tout de suite. S'il y a trop de bacs à gravier, on pourra plus y aller en moto. Ce serait dommage parce que c'est un super circuit pour la moto. On n'a pas assez de temps pour toi, Jean-Louis. Non, si, mais moi je me suis régalé. Ah, mais moi aussi, mais c'était passionnant, Tristan. On va réinviter Tristan. Ah oui. Je vous le dis, je vais pouvoir briller dans les soirées avec ce qu'il vient de me dire là en 5 minutes. Ah ouais. Je vais faire le malin. Ah ouais, grave. Alors non, mais on va citer quand même la source. J'ai gardé les chiffres. Ouais. Bon, de toute façon, le Grand Prix, on s'est tous endormis. Il n'y avait pas grand-chose à voir. C'est pas trop grave. Prochain Silverstone. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est ce week-end. Attention. Oui, prochain Silverstone ce week-end avec une sprint race. Et s'enchaîne. Exactement. On a fini. Et avant de se quitter, on parle de notre partenaire Yamaha. Du coup, on en a parlé au tout début. Oui. Aujourd'hui, on a testé le booster. C'est bien. On a vu Rémi Tissier sur le booster. C'était incroyable. Sur un vélo électrique. Est-ce que vous y croyez? Non, c'est fou. Hein. Mais c'est pas que. Parce que j'ai les specs. Du coup, on avait deux modèles. Nous, on avait le modèle où on pouvait être sur les pistes cyclables. Et lui, il avait le modèle avec le crooner. Avec la plaque d'immatriculation. C'était un petit peu mieux quand même. Tu peux rouler à 45, c'était beau. Mais on lui a fait l'inter. Est-ce qu'il met le genou à terre en vélo? Non, moi je l'ai mis. Mais il a pas. Ça doit pas être beau. Bon, Et franchement, c'était cool. On l'a testé tout à l'heure. Franchement, c'était rigolo. Faut mettre le casque, par contre. Ouais, c'est ça. C'est un des ingénieurs de Honda. Ah non, pardon. Non. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est de voir l'autonomie de la batterie. Ça amène jusqu'à 120 km en mode EcoBoost, EcoPlus.
et 110 km pour le Easy, parce qu'il y a donc les deux versions dont je parlais. Oui, avec alors il y a la plaque Easy d'image, qui est pas. moins puissant, et puis c'est quand même globalement ce que la marque vise. Et puis il y a le booster donc immatriculé qui va un petit peu plus vite. Bah, en tout cas, c'était rigolo. Vraiment Avec un sympa. petit bémol pour certains Efficace. jeux, il n'y avait pas les jeunes femmes. Non. Et Non, ça t'a beaucoup peiné. Mal organisé tout ça. Bon. Ouais. Je le Je sais demandais évidemment. à Art Grand Prix de. Ouais, de s'organiser. On va demander au directeur commercial à un Grand Non, Prix. mais alors, je vous répète, Exactement. je vous répète, n'oubliez pas. Oui, le simulateur. Le N'oubliez pas. Simulateur, ouais, mais force merde. encore, Non, c'est mais très bien. j'allais vous dire On va de venir. e-sport. Ah non, merde, mais si. Alors, et la semaine prochaine, Je suis prêt, scout toujours. Je suis prêt. Pour conclure avec ça, on a les vidéos, on va les diffuser. on dans va les prochaines diffuser émissions. dans l'émission, on mettra sur les réseaux aussi. Voilà. Et pour terminer, c'est disponible fin juin, début juillet pour le modèle donc sans immatriculation à 3 300 €, 3 700 pour celui qui avionne. En tout cas, c'est un beau joujou. Merci messieurs, c'était un grand plaisir. Jean-Louis, vu que tu forces très bien, la semaine prochaine, on va essayer d'avoir Squeezie. Oui. On va essayer de forcer pour le GP Explorer. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. Tristan, c'était Merci. passionnant. Vraiment, il faut qu'on sorte passionnant. Merci, C'était incroyable. je suis preneur, j'ai adoré passer du temps avec vous. Et ben à la C'est semaine sympa. prochaine alors. Merci de nous avoir suivis. C'était Racing Stream. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Michelin, motion for life.